Bonjour, aujourd'hui je fais une petite vidéo sur l'investissement. Ça va faire grincer les dents, enfin c'est un peu le but, sinon ça serait pas marrant. Donc comme vous le savez, il y a pas mal de théories qui tournent sur internet comme quoi les États-Unis vont s'effondrer, le dollar c'est de la merde, et en fait la Chine va prendre les commandes du monde. Alors peut-être, hein, peut-être pas, mais en tout cas j'aurais juste montré du point de vue des investisseurs ce que c'est que le communisme, en fait, le communisme se nourrit de lui-même et en fait fait passer ses intérêts en tant qu'organisme avant l'intérêt privé, que ce soit celui des investisseurs, celui des entrepreneurs, des habitants en fait. Donc là, j'ai devant moi la bourse chinoise sur 25 ans. On peut la prendre sur 20 ans par exemple, depuis 2001. Ça valait quelque chose comme 1900. Nous sommes 20 ans plus tard et on vaut 3380. Donc la performance sur 20 ans de l'indice chinois brut, c'est environ 50%. Alors ensuite, si on prend l'inflation sur la même période, donc 2001, voilà, on est à 365 sur là pour calculer cette inflation, je suis sur Trading Economics et j'utilise le déflator. C'est-à-dire que c'est l'outil statistique par lequel on obtient le PIB net d'inflation qui est utilisé dans tous les pays. Ça sert aussi généralement à calculer une estimation de la PPA, qui est la parité de pouvoir d'achat mondial des devises. Donc en 2001, on vaut 365. Aujourd'hui, on vaut quasiment 700. C'est-à-dire qu'on a fait 100% d'inflation. Conclusion générale, l'indice boursier chinois a perdu 50% de sa valeur au cours des 20 dernières années, alors que par ailleurs, on le sait tous, le PIB chinois a explosé, puisque on est passé, si on va chercher le PIB chinois sur 25 ans, voilà, on est vraiment passé en 2000 de 1200, 1300 à 14 000, donc on a fait quand même quelque chose comme 10 fois la croissance du PIB. Donc 1000% de croissance du PIB sur la période. Ça se termine par une baisse de 50% en valeur nette. Alors je triche un petit peu dans ces chiffres parce que en fait en réalité il y a des dividendes qui sont distribués qui viennent atténuer l'inflation. Mais concrètement parlant en termes capitalistes, en termes d'actifs, il y a une destruction de 50% sur les 20 dernières années de la valeur des actifs en bourse. Il ne faut pas confondre la rente et puis la création de valeur. La création de valeur, elle est négative. En fait, c'est de la destruction de valeur de 50% sur 20 ans. Voilà ce que c'est que le visage du communisme dans le monde, qui obtient toujours les mêmes résultats, quelles que soient les expériences africaines, sud-américaines, européennes, russes. On obtient toujours le même résultat à la fin, c'est-à-dire qu'on spolie les gens et l'argent est détourné dans des mains qui contrôlent le pouvoir politique. Alors ça a son importance quand on place son argent, parce que soit on regarde la réalité, soit on se baratine et on se ment, et auquel cas on se fait ruiner. Et c'est logique de perdre son argent, de se faire ruiner quand on ne regarde pas la réalité. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on va voir un banquier aujourd'hui, probablement en France et dans pas mal de banques dans le monde, le banquier, il va vous dire quelque chose que vous avez tous entendu, il va vous dire il faut diversifier mon petit gars, parce que sinon tu vas te faire buter ton capital. Diversifie. Alors on va diversifier, tiens, on va mettre un peu d'argent en Europe, on va mettre un peu d'argent aux États-Unis, puis c'est important, on va mettre de l'argent dans le reste du monde, dans les pays émergents, parce qu'il faut diversifier. Et écoute, si vraiment tu n'as pas envie de te prendre la tête, il existe un ETF mondial qui prend toutes les bourses de la planète. Comme ça, tu seras diversifié, ça gagne de l'argent tous les 10 ans, blablabla. Alors, c'est complètement idiot et contre-productif parce que déjà dans le TF mondial, 80% de la capitalisation, c'est les États-Unis. Donc en fait, ça revient à acheter les États-Unis. Et en fait, quand on regarde le reste des marchés financiers émergents, dont la Chine, hein, parce qu'en fait, quand on est aux États-Unis, il ne reste plus que la Chine, et puis un petit peu le Japon, voilà, un petit peu l'Europe, et puis c'est tout en capitalisation. Et donc, quand on enlève la Chine, dans les pays émergents, bien sûr, on ne trouve pas le Japon ni l'Europe. Hein. Dans les pays émergents, une fois qu'on a enlevé la Chine, il reste quasiment plus rien. Donc, quand on enlève tout ça, eh ben, on s'aperçoit qu'en fait, aucun indice, aucune place de marché en dehors des États-Unis n'a créé de la valeur au cours des 20 dernières années, ou même des 30 ou même des 40 dernières années. Mis à part les épisodes inflationnistes avec la hausse des matières premières, il n'y a jamais aucune création de valeur dans le monde en dehors des États-Unis. Alors, du coup, à quoi ça sert de diversifier alors qu'en fait, la création de valeur n'a lieu que dans la techno américaine, grosso modo, et quelques sous-secteurs. À quoi ça sert de diversifier? Alors moi, aujourd'hui, je vais vous proposer une vraie diversification réelle qui marche, qui a été prouvée statistiquement par de nombreux travaux documentés très sérieusement.
quels que soient les pays et quelles que soient les périodes, depuis 50 ans, 60 ans, toutes les recherches tournent et aboutissent toujours à la même conclusion. Et c'est là où ça va grincer des dents, et je suis un petit peu désolé, mais c'est comme ça que le monde marche. Alors, comment vous exprimez ça de manière pas trop violente pour que vous puissiez entendre le message de la réalité? Encore une fois, c'est pas une interprétation, c'est pas un complot, c'est une réalité statistique qui existe depuis très longtemps. Nous venons de voir que la diversification géographique ne marchait pas, pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Donc, moi, je propose de diversifier en fonction de la réalité psychologique du monde. Alors, qu'est-ce que je mets derrière ça? Je mets l'idée que, comment dire, quand vous naissez dans une famille avec des papas et des mamans qui sont toxiques, c'est-à-dire qui disent qu'ils vous aiment, mais en fait, ils vous développent des comportements abusifs, pour avoir la paix et pour vous dominer, mais qu'on vous vend la sauce comme quoi c'est juste de l'amour. Au final, quand ces gens-là ils grandissent dans... ça devient des gens qui mentent, qui sont non compétitifs et qui volent en fait, qui volent les autres, qui détournent, qui mentent, qui manipulent et qui produisent rien par eux-mêmes. Ce sont grosso modo des parasites. Alors, comme vous le savez, des parasites, il y en a beaucoup. C'est même le gros de la population qui est élevé comme ça. Alors ça se dit pas, mais par contre au niveau boursier, au niveau investissement, c'est très important d'arrêter de nier cette réalité parce que vous allez voir, les différences de scores financiers sont juste énormes, sans rien faire. Donc ces voleurs, quand on est élevé par une mère et un père dysfonctionnels et qu'on aboutit à la conclusion que le plus facile pour survivre sur cette terre, ça consiste à voler tout en embrouillant son voisin et la sueur qu'il met parce que ce voisin est lui productif, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est tous les comportements qu'on connaît, qu'est-ce qu'il y a comme job disponible? Le meilleur job au monde, quand on a envie de réussir dans la vie et qu'on est un menteur, un voleur et un parasite, le meilleur job au monde, c'est de faire politicien. Donc, dans tous les pays du monde, depuis la nuit des temps, se sont développés en fait des parasites. Et alors là, je parle même pas du socialisme, du communisme actuellement. Avant, on avait le système de la noblesse, de la royauté, etc. Toute une bande de mecs en fait qui branlaient que dalle, qui avaient un statut de naissance et qui se contentaient de se faire entretenir par des esclaves en fait, parce que c'est à peu près ça. Donc je sais plus quand dans l'histoire de l'humanité, mais en Europe, je sais plus, vers 1200, 1300, je sais plus quand est-ce qu'a été créé, constituer un État un petit peu fédéral autour des seigneurs pour structurer un roi et pour structurer en fait le prélèvement d'un impôt généralisé. Mais dans tous les pays, dans toute l'histoire des pays qu'on connaît, on trouve toujours le même mécanisme qui a consisté à détruire les tribus, détruire les localités en fait, bien sûr par la violence et puis en leur expliquant que la violence cesserait quand on aura un pouvoir central et non pas éclaté. En fait, en réalité, ce pouvoir central a toujours mis en place le prélèvement d'impôts assez confiscatoire pour pouvoir mener la belle vie. Alors ça démarre, et puis après bien sûr on bat une monnaie, on crée une monnaie de merde, vide, qu'on flingue en fait, dont on débase la valeur petit à petit au fur et à mesure que le temps passe, pour rebaiser toujours plus les esclaves qui en plus de leur impôt doivent se faire baiser par l'inflation et la perte de valeur de la monnaie pour qu'ils bossent tout le temps et qu'ils soient tout le temps sous pression pour extraire le jus et la saveur et la sueur de tous ces milliards d'êtres humains qui ont transité sur Terre. Donc ça, c'est la réalité, en fait. Ça existe depuis 10 siècles en Europe, et puis après, ça s'est étendu au reste du monde. Et la diversification de vos investissements que je vais vous proposer, elle est basée là-dessus. Donc c'est beaucoup plus solide que des frontières géographiques avec des pouvoirs... des frontières géographiques délimitant des économies et des cultures, ça marche pas. Par contre, cette réalité psychologique qui dure depuis 10 siècles, elle était là avant nous et elle sera là après nous, et ça s'arrêtera jamais de fonctionner. Donc, j'en reviens à mon histoire. Le voleur est élevé par sa mère dysfonctionnelle, il devient politicien, et puis il agrège autour de lui tous les parasites voleurs, manipulateurs de la terre dans son pays, de manière à pouvoir tondre les gens qui produisent. Et donc, on se retrouve avec des appareils étatiques partout dans le monde,
dont la seule fonction, en fait, moyennant tous les mensonges qu'on connaît, hein, on va vous aider, on va mettre en place une retraite, on va prendre en compte votre santé. Bon, la vérité, c'est que sur les dépenses publiques, quand on regarde ça, les vraies dépenses publiques sociales représentent, je sais pas, 5%, 10%, mais 80 ou 80% du pognon est évaporé dans de l'armée, dans de la guerre, dans des dépenses perso, dans de la corruption. Et en fait, les gros des impôts, aujourd'hui, on n'en voit jamais à couleur en tant que peuple, voilà... peuple parmi les peuples, tout le monde se fait mettre dans tous les pays, hein, c'est pas la France, on parle de tous les pays du monde entier. Donc, ces gens-là développent des structures pour pouvoir voler. Et donc, moi, ce que je propose, c'est tout simplement de choisir vos investissements et de diversifier vos investissements uniquement en fonction de savoir si l'entreprise, elle a un lien capitalistique avec un État ou pas, et est-ce qu'elle fait du business avec un État ou pas. Voilà, super simple. Est-ce qu'il y a un lien capitalistique? Alors en anglais, ça s'appelle state-owned compagnie. Et alors ça, c'est pour les actionnariats. Puisque toutes les entreprises cotées sont référencées, est-ce qu'elles sont state-owned ou pas? Et après, la classification pour les entreprises qui font du business, par exemple, la part du chiffre d'affaires réalisé avec des États par rapport à la part du chiffre d'affaires réalisé avec la sphère privée, l'économie privée. Alors ça, c'est beaucoup plus difficile de faire de trouver des datas et de faire des recherches là-dessus. Il y a beaucoup moins de recherches, donc je vais laisser, même s'il y en a qui ont fait et qui ont trouvé des trucs de dingue, littéralement de dingue. Hein. La rentabilité de 1 à 2, un facteur tous les 5 à 10 ans. Mais malheureusement, en fait, c'est pas assez documenté pour que j'en parle dans cette vidéo. Donc je vais me contenter de sélectionner les entreprises dans les pays émergents. On est d'accord, on diversifie les États-Unis avec les pays émergents. Donc dans les pays émergents, je vais me contenter en fait d'enlever les entreprises qui ne sont pas qui sont possédées par un État et de conserver. Même pas, je me prends la tête, hein, genre, est-ce qu'il y a des bénéfices, est-ce que c'est une entreprise qui fait de la croissance, est-ce que le secteur est bien, est-ce que les produits sont bien, est-ce qu'elle est bien gérée? Rien de tout ça. Un achat purement quantitatif, passif, de toutes les entreprises qui ne sont pas possédées par un État dans les pays émergents. Alors évidemment, hein, on le sait tous, donc il y a des compagnies financières qui ont proposé des ETF basés sur cette clé. Encore une fois, que tous les investisseurs savent intuitivement, à partir du moment où on est adepte du capitalisme, on sait tout de suite qu'il n'y a qu'une bande de ramassis de losers et de voleurs, il n'y a qu'à regarder... et puis d'arnaqueurs, quand on regarde, quand je me souviens toujours de François Hollande là, qui transpirait, il suintait la perversion narcissique, le mec dégueulasse qui n'a jamais rien fait de sa vie, la loose totale, et ça suintait en son rien et tout. Il y a 17 millions de Français qui ont voté pour François Hollande. C'était un président, ouais. C'était une merde humaine, un déchet humain, mais et voilà, donc des gens comme ça, il y en a plein partout. Donc on les enlève, et dans la finance, tout le monde sait ce qu'ils sont, les politiciens. Donc on les enlève, on enlève tous les états de la partie et on regarde ce que ça donne financièrement dans les pays émergents. Donc il y a une entreprise américaine qui fait des ETF qui s'appelle excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire. Wisdom Tree, c'est un émetteur de ETF en fait. Et donc c'est de longue date en fait. Il y a même une gamme en France, hein, ça s'appelait State Street Finance, je crois, en France. Je me souviens plus le nom, mais je crois que c'est eux qui les éditent et ils vendent leurs produits sous cette marque-là en France. Donc ils ont fait depuis décembre 2014 un ETF sur les pays émergents, environ toutes les entreprises possédées par les États, ex-state-owned enterprise. Voilà, donc ce fonds-là, alors on va comparer les performances avec le ETF classique que tout le monde connaît, un des très lourds, un ETF les plus importants au monde, EEM, le code EEM pour les pays émergents. Donc ça, c'est l'ETF qui traque la performance de toutes les bourses et pays émergents. Donc alors je ne peux pas remonter en arrière, mais je vous garantis que toutes les recherches que j'ai pu consulter de longue date vont toutes dans le même sens. Donc là, cet ETF-là, il a été lancé en décembre 2014, donc jusqu'à juillet 2021. C'est pas très long, mais déjà c'est assez significatif. Surtout qu'on n'a pas de bulle inflationniste des matières premières trop forte. On en a une petite là comme ça en 2021. Mais on n'est pas comme dans les années 2000 où les matières premières ont explosé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va d'abord regarder EM. Donc, EM, comme je vous ai montré pour la Chine, EM n'a rien branlé depuis 6 ans. Là, on est passé de 38 à 51. Donc, grosso modo, on fait 34% de gains sur une période de 6 ans. Pas en ligne droite, évidemment, parce que les pays émergents dépendent de la valeur du dollar. Je rappelle quand même que la valeur en bourse des bourses des pays émergents dépend directement de la valeur du dollar.
le dollar contrôlant les matières premières, grosso modo, les pays émergents, ils lèchent le cul du dollar américain. Ça fait ni plus ni moins que ça. Donc là, évidemment, on se retrouve avec une corrélation inverse au dollar index, mais grosso modo, on fait 34%. Quand on sait ce qu'ont fait les bourses américaines à côté, c'est franchement pas reluisant. Mais maintenant, on va regarder ce que fait la même allocation d'actifs, c'est-à-dire les pays émergents, mais sans les entreprises possédées par les États. Donc là, on démarre à 10 000, la valeur de la part, et on finit à 18 000, donc 18 400. Donc en fait, sur la même période, on passe à 84%. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 34% de gains, je vous l'ai écrit quand même, que vous comprenez bien la folie de ce monde, à quel point on se fait voler tous. Pays émergents avec les voleurs 34%, avec les parasites, là, les menteurs politiciens qui volent, sans les voleurs 84%, sur une période de 6 ans à peu près. C'est-à-dire que moi j'ai toujours pensé que quand je vous dis que au moins les 2/3 de l'argent s'évapore dans le budget de la France quand on le consulte, t'es fou de repère, t'es malade, t'es théorie du complot. La bourse vous démontre par A plus B que oui, effectivement, entre la moitié et les 2/3 de l'argent est bien détourné par les compagnies d'État et que la création de valeur réelle, c'est si vous placez votre argent sans diversifier entre voleurs et pas voleurs, vous allez vous faire littéralement spolier entre la moitié et 2/3. Voilà. Et c'est comme ça, quelles que soient les périodes de temps, vous pouvez remonter en arrière. Donc il y a d'autres personnes qui ont fait des travaux après. Alors donc, entre 50 et 66%, c'est bien. Mais alors si après vous commencez à virer dans les pays émergents les entreprises qui ne sont pas détenues par les États, mais en plus qui ne font pas de business avec l'État, donc qui ne sucent pas la bite de l'État local, on va parler de ça concrètement, alors là vous obtenez des entreprises qui sont insérées sur le marché mondial, qui sont forcément très compétitives et qui font une création de valeur. Là on dépasse très souvent les ratios de 100%. Sur les périodes de 5 à 10 ans, on a des écarts énormes. Donc moi je vous invite à investir de manière responsable, c'est-à-dire en fonction de la situation, la réalité psychologique de ce monde, et non pas en fonction de frontières géographiques. Vous verrez que vous obtiendrez des résultats que votre banquier ne soupçonnera même pas. Et aujourd'hui, c'est assez facile parce qu'on se retrouve avec des outils comme les ETF qui permettent de réaliser cette vraie diversification sans même avoir à se prendre trop la tête.